Hello les premiers STAV. Alors on va aujourd'hui terminer le chapitre de géographie et par conséquent le programme de géographie. Donc on va aller assez vite. Je sais que je dis ça souvent mais, et que c'est pas souvent très rapide, mais là on va redire pas mal de choses qu'on a pu voir et dans les différents chapitres de géographie et dans le début de ce chapitre-là. C'est un petit peu redondant. Donc on a vu un peu comment était organisé le territoire chinois, on a vu euh, les mouvements de population liés essentiellement à l'exode rural qui avait considérablement développé la population urbaine. C'est un mouvement plus lent qu'ailleurs, mais probablement beaucoup plus rapide que pour les autres pays, ce qui entraînait un certain nombre de problèmes vous pouvez imaginer, pollution, engorgement, embouteillage, etc. Et puis aussi diminution des terres agricoles, ce qui est quand même problématique quand on a un pays qui possède 1 milliard, presque 500 millions d'habitants. Donc voilà ce qu'on a vu un peu dans la première partie. On va voir maintenant dans la deuxième et puis rapidement dans la troisième, ces deux petites parties, un territoire tout d'abord qui est dominé par les grandes métropoles. Alors, premier point, donc des métropoles intégrées à l'archipel métropolitain mondial. Je vous rappelle qu'on l'avait vu ça en début d'année. On peut dire aussi l'archipel mégapolitain mondial, quel que soit ce qu'on décide d'utiliser, c'est en fait le sigle étant l'AMM. Et donc, ce sont des villes qui sont voilà, intégrées à la mondialisation, qui sont en lien permanent avec les autres grandes villes mondiales et qui donc jouent un rôle moteur dans le monde. Alors, on a trois principales métropoles chinoises euh, qui sont Pékin, donc la capitale politique, on va y revenir très rapidement, Hong Kong et Shanghai, qui sont plutôt les centres économiques et qui sont ces trois villes sont clairement intégrées dans cet archipel métropolitain mondial. Donc on les voit là, ici. Donc Pékin, alors ça, voilà, ça faut le savoir, vous pourriez le trouver dans des textes, c'est pas une ville différente, c'est Pékin, nous c'est selon notre code alphabétique et notre prononciation, mais pour les Chinois, ça ne veut pas dire grand-chose, et si on veut respecter la phonétique chinoise, voilà, on arriverait plutôt à une ville qui s'appellerait comme ça. Donc encore une fois, je vous rappelle, la technique, on serre les molaires et on y va franco, donc Pékin, ça devient Beijing. Donc voilà, c'est la même ville. Sinon, on a Shanghai et Hong Kong qui sont, donc les phonétiques sont pour ainsi dire pareilles, qui se trouvent sur le littoral. Pékin n'y étant pas tout à fait, mais est quand même, vous voyez, sur la partie extrême orientale de la Chine. Donc on a bien nos trois grandes villes qui sont quand même très orientées sur le littoral chinois. Voilà, alors si on fait une petite fiche d'identité de chacune de ces villes très rapidement, Pékin c'est à peu près 20 millions d'habitants, c'est la capitale politique, c'est donc le siège des pouvoirs administratifs et politiques, et puis donc de certaine manière les sièges des principaux pouvoirs, qu'ils soient, je dis, économiques, militaires, politique, c'est là où on trouve les ministères, les sièges sociaux des grandes banques, les sièges sociaux des grands groupes industriels, enfin en tout cas c'est là où s'exerce le pouvoir, c'est là où se prend les décisions. Hong Kong, qui a été, je vous rappelle, récemment rattaché au pays, donc en 1997, si je ne me trompe pas, c'était donc un territoire anglais. Et en fait, pour la petite histoire, les Anglais qui avaient perdu une guerre contre les Chinois avaient réussi quand même à négocier juste le fait de garder un port qui leur permettait de commercer avec les Chinois, donc en l'occurrence Hong Kong, et avaient signé donc en 1897, parce que c'était à cette époque-là que ça se passait, un accord avec la Chine où l'Angleterre avait le droit d'utiliser, presque posséder en quelque sorte la ville d'Hong Kong.
Les Anglais étaient bien contents parce qu'ils se sont dit un contrat d'un siècle, c'est parfait, ça va s'oublier et on va pouvoir garder tranquillou notre ville. Mais quelques années avant 1997, la Chine s'est rappelée au bon souvenir des Anglais en disant bah, au fait, on arrive bientôt à la fin du bail, donc vous allez pouvoir nous rendre Hong Kong. Et donc c'est pour ça qu'Hong Kong a un petit peu un statut particulier, hein, parce qu'il a été, il s'est développé dans le capitalisme occidental, hein, sous la domination de l'Angleterre. Et voilà, les Hongkongais ont l'habitude de vivre un petit peu différemment des autres habitants chinois. Et ce qui fait que quand Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, les habitants de Hong Kong étaient un petit peu emballés et très méfiants. Et cette méfiance, elle se concrétise un petit peu hein, depuis quelques années, où on sent bien quand même que la Chine, sans vouloir forcément remettre en cause euh, le mode de vie d'Hong Kong, a clairement envie de, de reprendre le contrôle de cette ville en imposant quand même certaines modalités communistes. Donc c'est pour ça qu'il y a régulièrement des manifestations hein, de la population qui lutte pour la liberté d'expression, etc., qui est un petit peu remise en cause par le gouvernement chinois. Alors, et puis vous avez donc Shanghai, hein, 24, 25, 27 millions d'habitants. On a du mal selon les sources, on trouve différents chiffres. Mais on est voilà, à peu près hein, entre 25 et 30 millions d'habitants. Et donc c'est une ville tentaculaire, hein, une ville gigantesque, et c'est probablement la ville la plus dynamique, hein, le cœur économique, puisque Hong Kong, je vous dis, est un petit peu en tension, mais Shanghai, c'est vraiment la vitrine hein, du dynamisme économique chinois, et c'est là où on trouve aussi les centres de recherche de haute technologie, etc. Donc c'est vraiment la vitrine hein, de ce que la Chine aime montrer au reste du monde. Je vous mettrai des liens d'ailleurs pour un ou deux petits reportages de quelques minutes, hein, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais c'est surtout des images assez fortes hein, qui impressionnent quand même sur la puissance montante de la Chine, euh, qui, je vous dis, hein, pour certains impressionne, pour d'autres inquiète quand même, vous allez voir. Donc, si on revient un peu on zoome un peu sur Shanghai, hein, comme je vous le disais, Shanghai c'est le moteur de la croissance chinoise. C'est une mégapole, hein, puisqu'elle fait plus de 10 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée de Chine. C'est la troisième plus grosse ville dans le monde. Et c'est une croissance, on en avait déjà parlé, et c'est une ville pardon, qui a eu une croissance absolument spectaculaire hein, et qui a, vous voyez, en à peine 3 décennies, hein, vu sa population multipliée par 3. C'est une ville qui produit une richesse absolument incroyable, hein, 400 milliards de dollars voyez, en 2016, 400 milliards de dollars, donc ce sont les richesses produites hein, par la ville, c'est l'équivalent du PIB de la Norvège, du PIB de l'Autriche. Donc c'est l'équivalent, une ville hein, produit autant de richesses que des pays faisant partie de l'Union européenne. Donc pas des pays, je ne vous parle pas là du Bangladesh ou du Togo, hein. Je vous parle de pays qui sont riches, développés et qui font partie d'une grande organisation économique mondiale. Donc ce qui permet quand même de prendre un peu plus conscience de l'importance économique de cette ville. Donc ça produit, alors vous voyez un peu les richesses produites par la Chine, hein, parce que finalement ça produit autant que certains pays européens, mais ça ne produit que 5% de la richesse de la Chine. Alors c'est déjà énorme hein, à l'échelle d'une ville, mais ça veut dire que voilà, il y a de la richesse qui est produite ailleurs. Donc une ville qui se développe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les nouvelles technologies hein, et qui reste donc du coup une ville qui est vraiment qui joue un rôle moteur dans la croissance et l'économie du pays. Alors vous avez un parc technologique, hein, donc une technopole, hein, ce qu'on appelle, on a vu ça en cours aussi, hein, les technopoles qui attirent des entreprises chinoises bien sûr, mais aussi étrangères, hein, qui regroupent hein, des usines de haute technologie qui voilà, se concentrent essentiellement sur les secteurs de la biotechnologie, de la chimie, de l'informatique, un peu de l'automobile aussi,
puisque petit à petit, les voitures, les marques chinoises commencent à inonder tout au moins le marché asiatique et arriveront probablement un jour sur le marché mondial. Voilà, on a des pôles hein, de recherche et de performance dans ces secteurs-là. Et puis, hein, la photo qu'on voit toujours, bah voilà, ici, hein, c'est le quartier de Pudong. Hein. Voilà, c'est voilà, le CBD, hein, le quartier des affaires de, de Shanghai, hein, qui voilà, a été un terrain vague hein, il y a encore une trentaine d'années et qui a vu en 3 décennies la construction de 500 immeubles où on trouve tous les bureaux et les sièges sociaux des principales firmes multinationales ou transnationales, on peut dire les deux, FMN ou FTN, qui se trouvent donc, qui sont chinoises ou étrangères. Donc voilà, c'est là où on trouve véritablement tout ce qui est de qualité et de renommée en Chine se trouve dans ce quartier-là. C'est pas une météorite qui arrive, hein, c'est toujours une petite flèche. Je ne sais pas pourquoi il y a un cercle rouge. Mais voilà, hein, ça c'est un des endroits les plus connus de la planète. Hein. Vous avez Wall Street, hein, le quartier de Manhattan à New York, hein, qui est très très connu. Vous avez la City de Londres, qui est aussi très renommée. Ben, vous avez le quartier de Pudong à Shanghai, qui maintenant est connu aussi de quasiment toutes les populations de la planète. Alors, ça nous amène à la dernière partie qu'on avait déjà commencé à évoquer dans la première, hein, puisque on a vu que c'était plutôt sur le littoral que se trouvait l'essentiel des activités et du dynamisme en Chine, hein, par rapport à une Chine intérieure qui était en cours de développement, mais qui était vraiment en retrait, et la Chine de l'Ouest qui était voilà, là en retard de développement, mais qui suscite voilà, les enjeux de l'avenir. Pour l'instant, le dynamisme, il est sur le littoral. Et donc, le littoral concentre les populations et les activités. Alors, je ne vais pas refaire tout un grand speech là-dessus. Hein. Pourquoi on a cette population essentiellement concentrée sur la partie est du territoire? Bah, c'est parce que la partie ouest a des caractères physiques et naturels un peu plus hostiles pour la population. Des montagnes, des hauts plateaux, des climats désertiques, de la neige, des reliefs qui font barrage, alors que ici on a un climat beaucoup plus favorable à l'activité humaine, des grandes plaines et bien sûr donc le littoral sur lequel la Chine, grâce auquel la Chine se tourne vers l'extérieur. Donc les espaces les plus peuplés de Chine sont les littoraux, le long desquels se concentrent les grandes villes du pays. C'est dans ces territoires que se concentrent les activités économiques, tout ça on l'a déjà vu. Hein. La concentration de la population sur les littoraux s'explique par une géographie et des conditions climatiques qui sont un petit peu plus difficiles donc sur le reste du territoire, hein, montagnes, collines, zones à risque, etc., alors que sur le littoral, c'est beaucoup plus favorable. Alors, on parle donc du coup de littoralisation, hein, c'est-à-dire, bah voilà, on parle de littoralisation, c'est qu'un pays concentre sa population et ses activités sur le littoral. Le littoral devient vraiment le cœur des activités. On y construit des grandes zones industrielles ou portuaires, hein, ces fameuses ZIP dont on a parlé aussi au début d'année, qui deviennent petit à petit vraiment des points centraux hein, du commerce maritime mondial. Shanghai hein, cette ville, Shanghai possède même plusieurs ports, hein, tellement voilà, il y a l'échange avec le reste du monde. Un port ne suffit pas et elle met d'ailleurs, hein, on en a parlé je crois en cours, des ports en pleine mer. Hein. L'objectif c'est d'essayer de permettre aux bateaux de perdre un minimum de temps en manœuvre hein, pour arriver dans les ports intérieurs. Et donc on essaye de faire des ports attractifs hein, grâce à ces avancées en pleine mer qui permettent aux bateaux bah, de perdre un minimum de temps. Ils sont dans la mer, ils s'arrêtent sur un quai au milieu de la mer, ils déchargent, ils chargent et ils repartent, et ça va beaucoup plus vite. Alors je vous donne ici quelques photos. Vous avez ce port ici qui, vous voyez, est quand même assez loin du littoral. Hein, et qui est relié, alors on ne voit pas le port ici, mais il est un peu au bout, là,
de gigantesques routes et de ponts qui vont d'îlot en îlot pour relier après la côte. Et donc, vous voyez, les bateaux ne vont même plus sur la côte. Ils s'arrêtent en pleine mer, ils chargent et déchargent, les marchandises repartent vers le littoral chinois. Et voilà, vous avez c'est des quais, c'est uniquement un quai avec des marchandises qu'on charge et qu'on décharge. Donc, ça donne en fait une espèce d'interface. Interface, c'est un mot magique aussi qu'on a déjà vu. L'interface, c'est le lieu qui relie deux espaces différents. Autrement dit, la côte, c'est une interface entre la terre et la mer. Donc, entre ce qui se passe dans la terre et ce qui se passe sur la mer. Donc ce littoral chinois, c'est une des interfaces vraiment les plus importantes dans le monde et qui est donc un des cœurs dynamiques de la mondialisation. Donc interface, zone de contact entre différents territoires, en l'occurrence ici entre la terre et la mer. Voilà, c'est une interface majeure de la mondialisation. Et on voit ici que toute cette zone, en fait, la Chine fait partie aussi d'un ensemble plus vaste de pays très dynamiques. Alors pendant très très longtemps, le pays moteur a été le Japon. C'est la puissance historique dans la mondialisation. C'est la première qui s'est lancée dans la mondialisation après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a entraîné derrière elle quatre pays, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, qui maintenant est intégré à la Chine, et Singapour, ce qu'on appelait donc les quatre dragons, qui ont suivi le modèle japonais une décennie plus tard. Et puis derrière, on a eu ce qu'on va appeler les tigres, et vous avez donc tous les pays de l'Extrême-Orient, et qui se sont tournés aussi vers l'économie de marché. Et puis vous avez donc les BRICS, ceux qui sont voués à devenir des grandes puissances mondiales, qui ne sont pas très très loin, donc l'Inde, la Chine bien sûr, et notamment son littoral, et la Russie. Vous avez quand même trois BRICS majeurs dans cette zone de développement économique. Vous avez en bleu les principales métropoles mondiales. Donc on est vraiment dans une zone qui est un centre vraiment majeur qui suscite donc toutes les tensions, les attentions, parce que voilà, c'est là où se passe, c'est l'usine du monde ici, c'est un lieu d'échange particulièrement dense, et c'est aussi des enjeux de maîtrise de la mer avec la ZEE, souvenez-vous, vous avez beaucoup de pays là, qui sont à côte et qui revendiquent l'appartenance de certaines zones maritimes que bien sûr d'autres contestent. Donc une interface de puissance régionale, la Chine est une puissance majeure de l'Asie orientale, elle multiplie les échanges avec ses voisins, Japon, Corée du Sud, Singapour, Taïwan. Les pays d'Asie orientale réalisent plus de 40% de leurs exportations vers la Chine et plus de 50% de leurs importations en provenance de la Chine. Donc on voit bien que la Chine, c'est devenu un acteur majeur du commerce mondial. Dans cette zone-là asiatique, c'est le principal fournisseur et c'est le principal acheteur. Voilà. Donc, du coup, ça en fait, je vous dis, un acteur majeur. Le trafic est particulièrement dense sur la mer de Chine. Les entreprises du Japon, de Taïwan, Corée du Sud, Singapour ont déplacé vers le littoral chinois leurs activités d'assemblage. Je vous rappelle, notamment, on va reparler après des zones à économie spéciale, donc ces paradis fiscaux là qui permettent de, 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 de permettre à des entreprises de s'implanter avec des taxes quasiment réduites, voire supprimées pendant plusieurs années, ce qui permettait, souvenez-vous, aux Chinois d'attirer des entreprises étrangères et de donner du travail aux travailleurs chinois, puisque ça fait partie du deal. Pas d'impôts, pas de taxes, ok, mais vous embauchez donc des ouvriers de notre pays. Voilà, ça je l'ai commencé déjà. Donc c'est ce qu'on appelle les zones économiques spécialisées, les ZES,
qui sont des espaces qui offrent des conditions spéciales et qui sont particulièrement attractives, hein. C'est pour ça que la Chine attire autant d'IDE de la part des investissements directs à l'étranger et d'autres pays qui viennent s'implanter sur ces zones franches, hein, parce qu'on appelle ça aussi des zones franches. Je cherchais mon mot tout à l'heure, c'est pour ça que c'était un peu laborieux il y a quelques secondes. Ce qu'on appelle des zones franches, hein, donc des zones où il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, et on embauche des Chinois. Et notamment, pour vous dire que c'est tellement attractif, la zone franche, hein, la zone économie spéciale, hein, de Shenzhen, qui n'est pas très très loin de Shanghai, ça attire tellement de population maintenant qui travaille dans cette zone que c'est devenu une ville de plus de 12 millions d'habitants. Donc vous voyez un peu l'intensité de l'activité économique sur la zone littorale. Et on y trouve plus de 2200 entreprises, hein, qui y sont installées, et notamment bien sûr les principales entreprises chinoises comme Huawei ou Tencent, hein, qui est un fournisseur Internet le principal en Asie. Donc voilà, hein, pas besoin de faire forcément d'en faire plus, hein. Vous avez la conclusion qui vous montre que ben voilà, la Chine qu'on a démarré, je ne vais pas dire à l'état moyenâgeux, mais pas très 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 loin, et en une quarantaine d'années est devenue une puissance incontournable dans le monde, avec notamment un littoral particulièrement actif, attractif, mais dans lequel il y aura un défi environnemental à gérer, hein, parce que c'est des lieux aussi, bien sûr, de pollution, de l'eau, de l'air, des sols. Et donc ça, c'est un enjeu important aussi sur lequel la Chine n'a pas l'air d'accorder énormément d'attention pour l'instant. On a vu que tout ça s'était aussi accentué par la transition urbaine, hein, avec une population de plus en plus urbaine et qui voilà, avait entraîné un certain nombre de conséquences négatives sur les campagnes, mais aussi sur les villes, hein. Vous avez vu les habitations en ville. Et puis, de fortes inégalités sociales, même si la pauvreté diminue, on a quand même un gros écart entre les riches et les pauvres. Et puis, hein, on en avait évoqué aussi, hein, cette volonté de la Chine de mieux maîtriser son territoire, hein, dans le reportage que je vous ai montré. On a ces nouvelles routes de la soie qui sont à la fois terrestres, qui cherchent donc à mieux maîtriser euh, l'intérieur des terres et ensuite euh, poursuivre la conquête de l'Asie pour arriver même en Europe. Et vous avez des routes de la soie maritimes qu'on ne voit pas sur la carte, mais qui cherchent aussi à acheter, louer des morceaux de terre dans tous les pays asiatiques, mais aussi on va même jusqu'en Turquie, hein, pour l'instant, ce qui permet à la Chine de créer des routes maritimes qu'elle maîtrise, puisque ces terres leur appartiennent, et qui va permettre de desservir, d'inonder notamment de produits chinois le continent européen. Euh, voilà, voilà. Donc ça, c'est tout au moins ici la partie terrestre, hein. Il y a une construction d'une voie de chemin de fer, hein, qui, voilà, vous voyez, traverse l'Asie centrale, arrive en Russie jusqu'à Moscou et ensuite voilà, se poursuit. Et là, voilà, les projets actuels, hein, arrivent jusqu'en Allemagne, et qui est donc complètement maîtrisé par la Chine, qui permettra à la Chine d'acheminer en Europe une partie de ses marchandises. Donc voilà, la Chine est à la conquête du monde et c'est pas fini. Voilà, donc nous arrêtons sur cette petite carte le chapitre de Géo et ainsi aussi le programme de Géo. On se revoit la semaine prochaine pour le dernier chapitre d'histoire, donc la Première Guerre mondiale. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.